Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va s'intéresser à un article de Ian Hussey qui s'appelle Data is not available upon request. Je suis avec Nathanaël Larigaldi. Comment ça va, Nathanaël? Salut Adrien, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Et je vais directement te passer le lead pour que tu nous expliques un petit peu cet article et avant peut-être que tu nous expliques pourquoi tu as choisi cet article. Ouais, alors comme tu l'as dit, c'est un article de Yann Husset qui date de 2023. Alors en fait, c'est pas tout à fait un article, hein, c'est un préprint, il est en cours de review, mais vu les méthodes utilisées, je pense que c'est quand même, il n'y a pas de gros soucis à se faire. Bien, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet article, c'est assez bête, mais c'est le titre que je trouve très impactant. Puisque, donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a assez souvent un, un statement, enfin une affirmation dans les papiers qui dit que data is available upon request. Donc en gros, les données sont accessibles, sont disponibles si vous les demandez. Et donc là, bah, simplement, c'est un petit pied de nez en fait à cette formulation très standardisée qui est juste de dire les données ne sont pas disponibles si vous les demandez. Donc, comme le dit l'article, finalement, le titre résume vraiment très très bien l'article. C'est que globalement, il a demandé à des auteurs de 52 articles différents, il a regardé dans 52 articles différents si les données étaient disponibles. Donc, une partie de ces articles avaient les données qui étaient directement disponibles sans avoir à demander quoi que ce soit. Et de façon plus inquiétante, il y a une partie des articles qui disaient les données sont accessibles si vous les demandez. Et donc, il a cherché à obtenir ces données. Et le résultat global, c'est que parmi les articles où il était écrit que les données seraient disponibles euh, si jamais on les demandait, seulement 17% des données ont pu être récoltées. Donc, bah, c'est un peu inquiétant, forcément, puisque, alors, le petit bémol que je mettrais quand même à l'étude, c'est qu'en définitive, c'est quand même sur un nombre assez réduit d'articles. La raison pour laquelle c'est un nombre réduit, c'est qu'en fait, il a pris dans un champ très très spécifique, un champ dans lequel il a travaillé auparavant. Et il a pris des articles seulement de 2018 à 2022. Et donc le raisonnement derrière ça, c'est de dire, en fait, les articles qui sont trop vieux arrivent un moment où les données ne sont quasiment jamais récupérables, puisque bah, les gens changent de carrière, les gens y décèdent, etc., etc. Donc ça devient difficile de façon, on va dire, un peu plus excusable Ouais, de ne pas pouvoir, hein. le point positif quand même, c'est que comme c'est récent, on peut se dire peut-être que l'état actuel, enfin que ça représente un peu plus l'état actuel de la libération des données, Ouais. qui évidemment serait très différente de l'état d'avant, des plus anciens. En même temps, c'est plus intéressant de savoir l'état actuel. Là où je te rejoins aussi par rapport aux limitations, c'est que comme il ne s'intéresse qu'à une petite partie de la littérature très spécifique, c'est difficile de le généraliser à d'autres littératures qui sont peut-être un petit peu meilleures que celle-ci. Mais ça n'enlève rien au résultat assez inquiétant quand même qu'il a trouvé. Effectivement. Et ouais, effectivement, je veux dire, ça résume assez bien. C'est vrai que je suspecte que quand même dans certains autres sous-types de littérature, le chiffre serait quand même un petit peu élevé. Euh, mais est-ce qu'il serait vraiment beaucoup plus élevé? Je pense que c'est un truc dont on pourrait discuter. Et je pense que, voilà, rien que ça, déjà, ça résume assez bien l'article lui-même. Et je pense qu'on peut déjà passer en fait, à la première partie, qui est en fait une question que j'aimerais te poser. Ça serait simplement savoir, est-ce que pour toi, donc qui est dans la métascience, et qui évidemment t'intéresse obligatoirement à toutes ces questions-là, j'ai envie de te demander, est-ce que ces chiffres-là, ils t'étonnent? Est-ce que véritablement, quand tu as pu lire cet article, tu t'es dit, waouh, c'est incroyable? Ça m'étonne un peu,
parce que moi j'ai fait beaucoup de réplications et quand on fait des réplications, on demande souvent aux auteurs originaux de partager leur matériel. C'est pas partager les données, mais enfin on peut quand même dire que s'ils partagent l'un, semblerait-il probablement qu'ils partageraient l'autre. Et j'ai fait aussi beaucoup de méta-analyses dans laquelle on avait besoin des données ou on avait besoin de supplémentaries qui n'étaient pas forcément facilement accessibles. Et je pense que pour les méta-analyses, on doit être dans un taux de réponse aux mails peut-être de 50%, donc beaucoup plus élevé que 17%. Et pour les réplications, pareil, je pense qu'on doit être autour des 50%. Alors après, moi, c'est pareil, c'est aussi un petit domaine, donc l'économie comportementale, qui est peut-être un peu plus propre. Bah, 50%, c'est pas non plus énorme. On a eu beaucoup parce qu'en fait, on fait aussi des réplications d'études anciennes des années 90. Donc on a eu beaucoup parmi les 50 pour lesquels on n'a pas de réponse, il y en a beaucoup, en fait, les réponses, c'était sur un vieil ordinateur qui tournait sur Windows 95. On ne les a plus maintenant et en même temps, c'est entendable, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas de serveur en ligne, il n'y avait pas, bon voilà, et c'est aussi sur des ordinateurs qui appartenaient à l'université, qu'ils ont rendu, pas forcément en copiant le contenu des disques durs, etc. Donc, je pense effectivement, ce que je disais au début, hein, c'est pas forcément généralisable à d'autres domaines de recherche. Je suis quand même pas étonné de me dire, il y a des domaines de recherche dans lesquels c'est aussi bas, c'est problématique, c'est inquiétant, mais je suis pas forcément étonné non plus. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, ça me fait même de me demander d'ailleurs si, parce que quand tu dis c'est des vieux ordinateurs, on n'a pas pensé à copier-coller les données, etc., etc. Je sais pas si tu as certainement déjà été dans des bureaux de très vieux profs où du coup il y a des tonnes, il y a des caisses et des caisses et des caisses de papier avec des données dans tous les sens. Ça me fait me demander si en fait l'apparition de l'outil informatique, en tout cas au moins au début de l'outil informatique, ça n'a pas en fait fait un creux quelque part dans la conservation correcte des données, parce que les gens savaient pas forcément s'en servir correctement et on n'avait pas forcément les outils qu'il fallait pour les garder, Écoute, parce que ces caisses sont pleines des données en fait pour certains chercheurs, quoi. moi j'ai travaillé dans un organisme de formation professionnelle et c'était obligatoire de faire des questionnaires de satisfaction. Et cet organisme est dans l'Arche de la Défense. Donc, il faut imaginer la taille de l'Arche de la Défense. En fait, il y a un étage euh, qui est un étage de conservation, enfin voilà, de stockage. Donc, il stocke des tables, il stocke des chaises, etc. Il faut imaginer les pans, tous les murs, c'est des caisses et des caisses et des caisses et des caisses juste de questionnaires de satisfaction. C'est assez impressionnant et c'est que je veux pas dire de bêtises, mais de 2011 à 2019 ou de 2013 à 2019. Donc, faut imaginer quand même la quantité colossale que c'est. Et forcément, pour un laboratoire, avoir ne serait-ce que l'espace de stockage, c'est très compliqué. Ouais, ouais, je peux comprendre. Surtout avec l'accélération actuelle Mmh. des recherches. Si on avait tout sous forme papier, ça serait quand même assez problématique très Ce serait rapidement, je impossible, pense. ce serait impossible. Ouais, oui, oui, ça serait pas possible de toute façon. Ouais. Effectivement. Et alors pour rebondir, pour moi aussi répondre à la question, au cas où ça intéresse quelqu'un. Tu veux que je te la Euh, pose? non, non, c'est pas. Euh, alors moi, je suis pas méga étonné. Je suis pas méga étonné des chiffres. Alors, je sais pas, pourtant, j'ai travaillé dans des domaines un petit peu différents. Je fais un peu, du coup, des neurosciences, neuropsychologie, etc. Mais je m'attendais à légèrement plus. Mais par exemple, je suis étonné positivement quand tu me dis qu'à peu près 50% des datasets sont récupérables Dans un dans, domaine quand, spécifique. ouais, dans un domaine spécifique, ouais. Je m'attendrais pas forcément à ce que ce soit la généralité. Moi, si tu me demandais naïvement, je dirais quelque part entre un tiers et 50%. J'imagine c'est là où je le mettrais, mais c'est vraiment quelque chose de très naïf, hein. C'est vraiment sur ma propre impression personnelle. Ne serait-ce que parce que effectivement euh, bon, j'ai déjà travaillé avec pas mal de chercheurs du coup qui même un an après, si jamais le projet qui pourtant est encore en cours, hein,
Après un an sans communication, par exemple, parce que il y a eu tout le monde a travaillé sur autre chose, etc., etc. C'est vraiment très problématique de retrouver les données sur le PC qui est pourtant encore là, qui est toujours le même. Il y a eu aucune migration vers un autre ordinateur, et juste retrouver les données, ça peut prendre des jours avant que la personne dise ah ça y est, parce que souvent on a, je dirais, il y a une certaine tendance aussi à avoir, euh, je dirais, cette très mauvaise habitude d'avoir les dossiers data V1, data V2, data V3 final 1, etc., etc., avec en particulier quand il y a eu des pratiques de recherche pas toujours parfaites, où genre on avait récolté 30 participants, et puis, en fait, finalement, on va en faire 35. Et puis, finalement, en fait, on va en faire 40. Et parfois, c'est dans des dossiers différents, etc. Et là, retrouver la dernière version des données, bah, ça devient quasiment mission impossible. Donc, j'imagine assez facilement qu'une fois que l'article est sorti, là, on s'attend véritablement, je pense, hein, il y a vraiment cette idée et que on s'attend plus à devoir y toucher pendant longtemps. Du coup, en fait, ça se perd complètement dans les méandres d'un dossier qui s'appelle probablement data quelque part et qui a même pas le nom du projet. Euh, et ça, c'est quelque part l'interprétation très charitable, parce que c'est partir du principe que du coup, on est là sur du chercheur complètement honnête qui a ces données quelque part et qui veut les distribuer. Et je pense que c'est même pas forcément la généralité, Ah, malheureusement. mais tu soulignes déjà un point important, c'est le manque de formation à la gestion des données, Ouais, voire même des manques de formation, ne serait-ce qu'à l'outil informatique, hein. C'est-à-dire, ouais. au-delà de l'aspect scientifique, juste se poser la question de comment on organise des dossiers dans un ordinateur, comment on organise des fichiers dans un ordinateur, comment on recherche des dossiers ou des fichiers dans un ordinateur. Et ça, je pense que les chercheurs sont probablement assez en demande de ça parce que ça leur ferait gagner vachement de temps de savoir faire ces choses-là. Je suis extrêmement d'accord. Et d'autant que c'est c'est une compétence, à mon avis, qui s'improvise. Alors j'ai envie de dire ça s'improvise assez peu, mais en même temps j'ai l'impression que tout le monde finit par finalement l'improviser. J'ai fait de l'informatique avant, résultat, ma propre façon de gérer mes dossiers et fichiers, etc. dans mes ordinateurs, c'est un truc que j'ai appris sur le tas avec le temps. J'ai jamais suivi un cours de gestion de données ou de gestion de code même, etc. Et c'est incroyablement difficile. C'est bête, hein, ça a l'air bête, tu vois. Je veux dire, je suis programmeur depuis 20 ans et je trouve ça plus compliqué de bien gérer ces fichiers et dossiers de façon à ce que ce soit tout bien facile à retrouver, bien organisé, que de coder un logiciel avec 10 000 lignes de code. Tu vois. Mmh. Euh, Et Probablement, puis justement. Ouais, pardon. et puis, Windows et puis bon, comment ça s'appelle? Spotlight, je sais plus comment ça s'appelle pour, Apple, mais les fonctions de recherche, les fonctions, ça a quand même, à la fois simplifié le travail et en même temps, c'est toujours pareil, plus tu simplifies le travail, plus tu amènes les personnes à ne pas comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font et du coup, ça les amène à pas forcément à adopter les bonnes pratiques. Donc il y a toujours un peu l'entre-deux où, bah, c'est bien d'automatiser les choses et c'est bien de rendre les choses plus simples et en même temps, ça fait que les gens font un peu n'importe quoi et derrière, quand il faut retrouver les choses, ça peut être plus compliqué. Ouais, tout à fait. Personnellement, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé en fait dans ma gestion de données, à l'heure actuelle, je pense que je suis 100 fois meilleur que ce que j'étais, notamment pendant ma thèse. C'est en fait d'utiliser de façon quasi systématique des repositories GitHub, ou bien sûr OSF, du coup de mettre toujours mes données et mes codes en forme globalement, directement, avec l'idée en tête que quelqu'un pourrait regarder mes données. Pourtant, c'est des répertoires que je garde privés, hein, tant que c'est pas publié, etc. Mais quand même, c'est-à-dire, je pars du principe, je veux garder tout de façon à ce que ce soit lisible pour une personne extérieure. En fait, Mmh. dès le début, dès mes premiers fichiers, je veux que quelqu'un puisse potentiellement regarder tout ça et comprendre. Parce que, Ou alors en si fait, si on explique, ce que c'est GitHub quand même, avant parce que c'est pas forcément connu ouais, notamment par les chercheurs en psychologie parce qu'il y a pas un besoin. Bah, vas-y, je te laisse faire.
Ah, ok. Merci, tu me Ah, sinon, je peux le refourgues la faire, mais patate chaude. tu seras probablement plus précis que moi. Ouais, je sais pas. Bon, GitHub, c'est la version, je dirais, en ligne sur un genre de cloud en fait de Git. Et Git, c'est un système de, comment on dit, Contrôle contrôle de de version. version. Ouais, c'est ça, ouais, version control de fichiers. Et donc, en fait, ça permet simplement alors, une version très résumée. Ça permet en fait de garder une espèce de chronologie en fait des modifications qu'on a fait dans des dossiers et aussi individuellement dans chaque fichier. Ça permet à Je- la fois ouais. Oui, juste simplement, c'est au lieu de nommer toi-même ton fichier version 1.1, 1.2, etc., il le fait automatiquement. Ouais. T'as pas besoin de le gérer toi-même. En fait, pour moi, c'est une sorte de dossier, comme un dossier que tu mettrais sur ton bureau, mais que tu mets en ligne. Et à chaque fois que tu fais des modifications dans un des fichiers, ça envoie la nouvelle version en ligne avec associé le point 1, point 2, point 3, etc. Et après, il suffit juste de prendre la version en ligne, de la mettre sur ton ordinateur, de le renvoyer, etc. Et donc, tout se fait automatiquement en ligne, quoi. En gros. Ouais, en gros, effectivement, c'est ça. Ce qui est bien avec aussi avec Git, c'est que ça te permet aussi de revenir en arrière si jamais à un moment tu as fait une erreur. Tu peux dire, oula, là c'est n'importe quoi. Et puis ça permet aussi de collaborer en faisant des branches différentes où les gens peuvent écrire dans différents endroits de fichiers, etc., etc. C'est, en vrai, ça peut être très très compliqué dans les collaborations. Malgré mon passé dans l'informatique, je maîtrise même pas encore Git complètement parce que des fois c'est vraiment prise de tête. Mais pour une gestion personnelle, c'est très facile. La plupart des logiciels, notamment de code, hein, comme R ou des choses comme ça, ont des outils intégrés où en fait tout se fait en 3 clics pour les fonctions les plus simples. Et ça permet effectivement d'avoir en fait un répertoire finalement sur le cloud qui, en un clic, permet de l'envoyer dessus et en un clic de le récupérer. Et c'est très cool. Je pense que tout le monde devrait utiliser ça, à mon avis. Alors revenons sur l'article. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Oui, sur l'article, du coup, donc du coup, ayant répondu, moi, les chiffres m'étonnent pas plus que ça, un petit peu, mais pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéresserait, par contre, c'est de savoir ce que tu estimerais. Est-ce que tu estimerais que le grand public, lui, serait étonné d'un résultat pareil? Oui, bah là, je pense que même avec mes résultats de 50, je pense que le public serait étonné. Je pense que globalement, le public s'attend à un taux très proche de 100. Je pense que le grand public, globalement, se dit: «Ah, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour les études biomédicales où il faut de l'anonymat et il y a des problèmes éthiques et etc.» Alors en vrai, c'est pas spécialement le cas. On n'observe pas spécialement de différence, dans le domaine biomédical avec les autres domaines parce qu'en fait, c'est assez facile pour les autres domaines de dire qu'il y a aussi des problèmes éthiques, qu'il y a aussi des problèmes à partager, que les données proviennent, de jeux de données qui ne nous appartiennent pas, que et cetera et cetera. Donc je pense effectivement que le grand public, il serait très étonné, des chiffres que moi je peux avancer dans mon domaine, mais d'autant plus, des chiffres trouvés par, Yann dans son domaine à lui, ouais. Je pense même qu'il trouvera ça inacceptable. Oui, oui, je pense. Et je pense avec le temps, quand on est dans le domaine scientifique, on se met à accepter des choses qui sont pas acceptables. Parce que quand même, il faut quand même le souligner, je pense. Là, on est vraiment dans un cas manifeste en fait de ce qu'on pourrait qualifier comme un mensonge scientifique, parce que véritablement il y a carrément une ligne écrite dans le papier disant que les données seront accessibles si on les demande. Mais Donc c'est ça, et c'est là que là, c'est pas que les données ne sont pas accessibles, c'est que là, les chercheurs disent: «Les données sont accessibles si on les demande, on n'a pas de réponse». C'est vraiment ça sur le point sur lequel, on insiste là, hein. ouais, ouais, tout à fait. Et parce que déjà moi, pour en avoir déjà parlé autour de moi, le fait que enfin, pour le grand public, déjà, de base, ils partent du principe que les données sont publiquement disponibles entre les chercheurs. C'est-à-dire qu'il ne devrait même pas y avoir besoin, en fait, de demander ou d'écrire quelque chose disant regardez, on a amené nos données. Donc, du coup, là, on va encore une étape plus loin, quoi. C'est que là, on dit c'est bon, les données seront disponibles, puis en définitive, elles le sont dans 17% des cas dans ce papier. Et ça, c'est incroyable. Et
Ce qui, moi, me rend un petit peu fou avec cet article, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je l'aime particulièrement, c'est que c'est pas la première fois qu'on observe un truc comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est il a retrouvé, en fait, il a déterré un article de Wallin en 1962 qui observe que seulement 24% des 37 articles publiés dans des journaux APA, donc American Psychological Association, euh, qui avaient des politiques réclamant obligatoirement que les données soient accessibles quand on les demande. Bah voilà, donc 24% des 37 articles qui ont été examinés ont envoyé les réponses. Alors on est en Donc quand même assez proche, 1962. ouais, Ouais, assez proche des 17%, hein. tout à fait. Et en 1962, je m'attends à ce que un partage de données, ce soit très certainement. Alors, j'ai pas lu l'article, malheureusement, je voulais le faire, j'ai pas eu le temps. Je m'attends à ce qu'en gros, ce soit une secrétaire qui a probablement retapé à la machine à écrire tous les datasets du début à la fin pour pouvoir les envoyer par la poste. Parce que 1962, enfin, Internet, c'était pas ça, quoi. Euh, et et on est sur, globalement, on va dire le même taux, c'est un petit peu plus élevé là, mais 24% plutôt que les 17% de Yann Husset. Mais on va dire, bon, c'est un échantillon assez petit, donc on va dire que c'est pareil. Et euh, quoi? Je veux dire, il y a quand même de quoi s'énerver un petit peu, en particulier quand on répète sans arrêt, encore une fois, au grand public, que la science est autocorrectrice. Là, ça fait 60 ans maintenant, plus de 60 ans qu'on a, exactement 62 ans qu'on a fait cette constatation déjà. 62 ans plus tard, le problème n'est toujours pas réglé. Et c'est pas la seule étude, hein, puisqu'il y a aussi en 2006, Whitshurst et collègues qui ont observé que il y avait que 25,7%, donc encore une fois très très proche des articles qui partageaient les données alors qu'elles étaient censées être disponibles si on les demande. Et en 2021, il y a eu à peu près la même chose. Bon, là, ça montait à 40% quand même. Donc, il y a une petite amélioration. Donc, avec un petit peu de chance, on peut se dire que dans à peu près 150 ans, on va commencer à avoir quelque chose qui commence à fonctionner correctement. Ah, et c'est même Euh, pas forcément une amélioration, hein. Ça peut juste vouloir dire qu'il y a des grosses différences entre domaines, hein. Ça peut être aussi ça, hein. Absolument, ouais, tout à fait. Il y a eu une estimation en 2023 par Hamilton et collègues qui conclut que il y a selon eux, le taux de partage de données serait quelque part entre 0 et 37%. Encore une fois, quand il est dit qu'elles seraient disponibles quand on les demande. Euh, Moi, c'est une catastrophe. Moi, c'est que globalement, c'est quand même, c'est ce qui me vient en tête quand je vois des chiffres pareils. Oui, c'est-à-dire que le problème, il est identifié il y a très longtemps. Tout au long des années qui passent, il y a des chercheurs qui disent: «Ce problème-là, il persiste, il faut faire quelque chose». Et là, on a Yann, cette année, enfin l'année dernière, qui dit: «On n'est pas mieux, voire même dans mon domaine, on est pire que ce qui a déjà été mesuré, dans d'autres domaines précédemment». Donc on voit bien qu'il y a pas d'amélioration et c'est ça qui est vraiment très problématique, sachant que la technologie nous permet que cette amélioration soit facile à mettre en place et que, les chercheurs, continuent de dire qu'ils font des choses qu'ils ne font pas, délibérément. Ouais, tout à fait. Mm. Et au-delà de de la capacité à faire de la bonne gestion de données, c'est vrai que normalement, on peut s'attendre à ce qu'une fois qu'une analyse statistique est faite sur un set de données, normalement, il devrait y avoir quelque part un fichier final ou au moins un dossier final qui devrait être plus ou moins bien rangé quand même, parce que sinon, sur quoi on fait des analyses statistiques? Sur un truc où on ne sait pas trop ce qu'on a fait? A priori, normalement, ça devrait être relativement prêt. Et Oui, moi, ce que je trouve... oui, Hmm. c'est-à-dire, c'est pas comme écrire un article où il faut faire un effort. Là, les données sont déjà là. Il suffit juste de les mettre en ligne. Exactement. Et à l'heure actuelle, avec des outils comme OSF, c'est pas le seul, mais je veux dire, c'est le plus connu. Littéralement, à partir du moment où on a un compte, alors se créer un compte sur OSF, c'est aussi facile que de se créer un compte, je sais pas moi, une adresse Gmail ou quelque chose comme ça, hein, ça prend littéralement 3 minutes. Une fois qu'on a un compte OSF, je pense que créer un répertoire et uploader les données, ça doit prendre
montre en main peut-être quelque chose comme 2 minutes, je pense. Et ça me rappelle quelque chose d'intéressant. Et moi, de temps en temps, quand je soumets un article, je dois envoyer les données à l'éditeur. Mmh. Et si l'article est accepté, ben, il apparaît pas. Ouais, C'est-à-dire, il y a qu'est-ce mmh, qu'ils font avec avec le jeu de données qu'ils ne rendent pas public? Et en ouais, fait, ça la c'est un question que je me pose aussi, c'est, bah, finalement, est-ce que ça serait pas aussi de leur responsabilité à eux, quoi? ouais, tout à fait. Alors du coup, tu anticipes, tu anticipes une partie que j'avais prévue pour après, mais on peut en parler maintenant, c'est très bien en fait. Effectivement, que font les journaux? Que fait la police? Tu vois? Parce que oui, les journaux, là, en l'occurrence, on parle pas mal dans cet article de journaux qui ont une politique, obligatoire de partage des données. C'est-à-dire, ils disent: «Si jamais vous voulez publier chez nous, il faut que vos données soient disponibles si jamais on les demande». Et effectivement, en plus, certains de ces journaux même carrément demandent les jeux de données pour vérifier qu'ils existent. Heu et ensuite, c'est pas en ligne et ensuite, quand les données ne sont pas disponibles, quand on demande, qu'est-ce qui se passe de la part des journaux? Bah, rien, comme d'habitude. Oui. Ouais, mais en fait, la question que moi je me posais, c'est est-ce que ce serait pas leur responsabilité à eux de les rendre disponibles plutôt qu'au SF? Étant donné qu'eux sont les garants de la qualité de l'article et cetera, pourquoi, ils ne seraient pas non plus les garants de la disponibilité, des données? C'est-à-dire que là, en fait, en termes de responsabilité, ils reposent toute la responsabilité sur les auteurs. Les données, sont accessibles selon la requête aux auteurs. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, ouais, mais moi, il y a vraiment ce côté où, une fois qu'on se rend compte que les données sont pas en tant qu'auteur, extérieur, une fois qu'on se rend compte que les données sont pas disponibles, si jamais on prévient le journal, moi, c'est ça qui me choque un petit peu. Si on prévient le journal, en fait, il se passe rien. Le journal, il dit rien. Le journal, il s'en fiche. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a parfois des policies, enfin, je sais pas, des règles, en fait, qui sont explicites, qui disent: «Il faut que vous puissiez donner vos données», heu et puis, en fait, il se passe rien si on le fait pas. Donc ça fait vraiment s'interroger, pourquoi c'est là, en fait? Pourquoi c'est là? Moi, ça donne vraiment beaucoup l'impression que c'est heu, comme on dit, parfois du virtue signaling, je sais pas comment on pourrait dire ça en français, mais, du signalement de vertu. Vertu, ouais. Ouais, c'est en Il y fait a quelque dire chose, aux di il ouais. y a quelque chose que tu as pas dit, qui renforce cette idée-là, c'est que, les data statements, donc, l'idée de dire cette phrase-là, que les données sont disponibles, si, on les demande, il y en avait très peu en 2018 et il y avait 100 en 2022. Je sais plus le chiffre en 2018, alors que, lui, ce qu'il observe, c'est qu'il y a pas plus de chercheurs qui ont publié en 2018 qui partagent leurs données qu'en 2022. Donc il n'y a pas de relation entre le fait de dire qu'on partage ces données et le fait de les partager réellement. En gros, c'est ce qu'il, explique et c'est là où ça Ouais. renforce l'idée de virtue signaling et qu'en fait, c'est vraiment ces statements-là, ils sont juste là pour dire, on a rempli ce statement pour montrer que nous, on pourrait donner nos données si besoin, mais en fait, ils le font pas. Ouais, c'est pour faire joli, quoi. Alors c'est C'est pas pour faire uniquement bien. pour faire joli, parce que ce que tu me disais, c'est que l'Union européenne, oblige, ce type est-ce que tu veux développer là-dessus que l'Union européenne oblige à présenter ce genre d'informations? Alors oblige, je suis pas sûr que ce soit le cas. Quand tu es financé, quand tu as un projet qui est financé directement par l'Union européenne, là oui, si je ne m'abuse, Non, ça les je te le le confirme, parta oui. ouais, voilà, donc tu es obligé. Ouais, tu es obligé de publier en open access. Tu es Mmh. obligé de partager tes données, tu es obligé de alors, partager ton script, c'est un peu compliqué parce que ça dépend des domaines, mais il faut pouvoir démontrer que tes résultats sont reproductibles, ouais. Ouais, voilà, ça je trouve ça très, très bien et est-ce que c'est, je crois que j'ai déjà posé la question, c'est déjà le cas qu'il y ait la revue, spécifique à l'Union européenne, où tu es obligé de, en gros, copier-coller ton article ou pas? Oui, mais c'est que pour des données spécifiques qui concernent l'Union européenne pour l'instant. Ah d'accord, OK, bon, très bien. Parce que ça serait quand même pas mal, d'avoir en plus une revue où effectivement tout est repris en fait dans une grande revue européenne. Ça c'est un projet que, j'espère verra le jour, hein. Alors là, moi, ce dont je parlais, c'était,
l'idée de les données doivent être je me souviens plus la phrase exacte, mais as open as possible Ouais, and ouais, aussi ouvert. as Ouais, close ouais. as necessary. Ouais. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc, les données doivent être aussi ouvertes que possible et aussi fermées que nécessaire. Et ça, c'est dans le code de conduite des chercheurs européens. En fait, c'est dans une charte éthique des chercheurs européens. Et ça, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Alors, j'ai pas remonté jusqu'aux versions les plus anciennes possibles. C'est pas forcément facile à trouver. Mais en tout cas, je sais qu'en 2017, cette clause était déjà là. Donc ça commence à faire longtemps, ça fait 7 ans déjà. Et je trouve ça très intéressant, moi, que déjà personne ne sache que ça existe, parce que ce code de conduite européen, il est pas censé être exclusivement pour les gens qui ont un financement par l'Union européenne. Il est censé être au moins plus ou moins respecté par toutes les universités au sein de l'Europe. Donc normalement, implicitement, en tant que chercheur, on est censé respecter quelque chose de proche, au moins de proche de cette charte éthique que personne ne connaît. Alors c'est compliqué parce Ouais, que bon, moi je me suis un peu renseigné sur ces sujets-là vu que c'est quand même mon domaine de travail en partie. yes. Les universités se sont engagées auprès de l'Union européenne à faire respecter ce code. En fait, Ouais. les universités se sont engagées à mettre en place des dispositifs qui permettront à terme aux chercheurs de respecter ce code. Et Mhm. donc en fait, l'engagement n'est pas les chercheurs vont respecter ce code, l'engagement c'est on va mettre en place des outils dans les prochaines années qui permettent de respecter ce code. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Ouais. Donc là, en gros, tu as de plus en plus d'universités, par exemple, qui signent les accords COARA depuis 3 4 ans, qui sont les accords qui sont assez engageants parce que, on dit voilà, il va falloir, que ces universités-là suivent rigoureusement tout ce que COARA propose en termes de modifications et c'est des modifications qui peuvent être assez lourdes, hein, parce que, par exemple, il y a des modifications importantes sur les critères d'embauche des chercheurs, par exemple, notamment en termes d'open science, de représentativité et cetera et cetera. Pour l'instant, force est de constater que les universités n'ont rien fait. C'est-à-dire à part signer un papier et dire: «Il y a une personne dans notre université qui va s'intéresser à ces sujets-là» et il se passe rien, tu vois? Ouais. Donc derrière, c'est normal que les chercheurs eux-mêmes n'aient pas encore changé leurs pratiques. C'est vraiment ça prend un temps, incroyable, quoi. Quand tu disais: «Dans 150 ans, on y sera toujours», peut-être pas 150 ans, mais plusieurs dizaines d'années probablement, quoi, vraiment, hein. Ouais, et alors je suis d'accord, effectivement, c'est une distinction qui est importante, mais je pense que normalement, on devrait s'attendre à ce que les chercheurs n'aient pas besoin de la structure au-dessus d'eux, en fait, qui leur impose de respecter une charte éthique pour agir de façon éthique. En fait, moi, ça me semble assez logique, d'autant plus que c'est un argument qu'on voit très souvent répété un peu partout, que l'une des raisons pour lesquelles les résultats scientifiques sont solides et fiables, c'est parce que les chercheurs respectent une éthique scientifique un petit peu importante, quoi. Quand tu es chercheur, tu es éthique, tu fais les choses correctement. Et en fait, bah non. Je veux dire, vraiment, c'est juste ça, juste cette phrase. Et il y en a plein d'autres, hein. Il y a évidemment plein de clauses où personne ne respecte rien, mais juste cette phrase qui dit les données devraient être aussi ouvertes que possible, mais aussi fermées que nécessaire. Dans le cadre de la psychologie, ça veut dire 100% des psychologues, enfin des chercheurs en psychologie devraient, en gros, enfin, peut-être pas 100%, mais pas loin, devraient partager un dataset anonymisé. C'est-à-dire que si on veut pouvoir prétendre être éthique et respecter une éthique qui est proche des valeurs de ce que l'Union européenne veut essayer de mettre en place déjà à l'heure actuelle, et depuis 7 ans et potentiellement plus, ça devrait être en fait normal de partager ces données. Force est de constater que j'ai eu accès, je peux le dire assez vite fait, j'ai eu accès aux derniers chiffres de Tom Hardwick, qui avait fait une étude il y a quelques années sur le partage, quel pourcentage de chercheurs en psychologie, enfin des articles en psychologie, donnent leurs données automatiquement dans leur article, donc sans avoir à les demander, etc., etc. Et on était à 2% en 2017, ce qui est absolument rien du tout, évidemment. Et alors, je ne veux pas donner le chiffre exact parce que c'est pas encore publié, donc du coup, je veux pas
donner toute l'information et faire genre ah regardez-moi je donne les chiffres de Tom Hardwick, mais c'est moins d'un tiers. Et c'est pas mal moins d'un tiers, on va dire. Hmm. Donc c'est inquiétant, je Et trouve. alors, On en est toujours là. tu parlais de l'éthique, petite transition vers la suite, mais en fait, on voit aussi l'inverse, c'est-à-dire des chercheurs qui disent, à cause de problèmes éthiques, je ne peux pas partager les données. Ouais. Mm. Ouais, je trouve ça fascinant parce que effectivement, alors il y a plein de choses qui sous-tendent ça. C'est que en tant que chercheur, souvent on est, je pense, hein, en tout cas je parle au moins pour moi, je pense, on est particulièrement peu intéressé par les aspects juridiques des choses. Alors personnellement, je veux dire, quand je lis un texte juridique, je m'endors immédiatement. Donc c'est cool, j'ai un médicament automatique contre les insomnies. Et donc forcément, quand on me demande de voir les aspects juridiques, de partage de données, etc., moi c'est un truc, je comprends rien. C'est automatique. Encore une fois, je préfère programmer que de lire un texte légal parce que c'est beaucoup plus facile. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'avec avec notamment le RGPD, on dit en français, Ouais, ouais. GDPR. Ouais. À partir du moment où les données sont complètement anonymes, et genre il n'y a pas de question sur savoir est-ce qu'on peut réidentifier les gens, bah en fait il n'y a pas de problématique en fait derrière. Et ça c'est cool parce que du coup c'est très facile pour moi, pour quelqu'un comme moi qui suis peut-être pas assez malin. Il n'y a pas de problème éthique particulier à partager ces données. C'est un peu Par contre, compliqué ça, parce que moi j'ai discuté avec des médecins aussi sur Twitter et qui me disaient, mais tu ne publies même pas les données sur le genre, le sexe de la personne. Je lui dis, bah si, c'est obligatoire en psychologie. Et il me dit, bah à partir du moment où tu as le pays, parce que tu dis dans quel pays tu as fait, tu as le sexe et l'âge de la personne, c'est déjà plus ou moins un peu identifiable. Et il me dit, bah déjà c'est un problème. oui, alors. Enfin, je veux dire, pour en avoir un peu discuté avec quelques personnes qui sont un peu plus balèzes que moi sur ces sujets, euh, faut quand même aller un peu plus loin que ça pour commencer à ce que ce soit un problème juridique. Parce que, je veux dire, même de manière générale, effectivement, tu peux dire, je sais pas moi, je suis à l'université d'Aarhus, je peux dire un étudiant d'Aarhus de 22 ans, homme, à la limite, je peux même dire, qui étudie dans la Business School and Social Sciences. Je veux dire, il y a plusieurs centaines de personnes qui peuvent correspondre et c'est pas suffisant pour identifier quelqu'un là-dessus. Et même En se faisant l'avocat du diable, c'est peut-être aussi comme ça qu'il pense, quoi. oui, oui, je pense, effectivement. Après, il y a un autre truc à savoir, c'est que aussi, enfin, à savoir, je sais pas si à quel point il faudrait le savoir, mais globalement, en vrai, pour les chercheurs, tout le monde s'en fiche. En Allemagne, j'ai discuté avec Félix Schönbreuth, qui disait que il connaissait exactement zéro cas à sa connaissance de la moindre poursuite de quiconque pour avoir partagé des données pas anonymisées, alors que il y a des cas absolument évidents où tout est complètement réidentifiable Oui, immédiatement. c'est vrai il y a quand même un certain nombre de jeux de données sur OSF dans lequel il y a l'adresse IP des gens, c'est un vrai Ouais, problème, ça, oui, tout à fait. Alors ouais, du coup, ouais, ouais. eux parlent des problèmes éthiques, et alors ce qu'il faut dire par rapport à l'article, c'est que Yann, les a contactés, alors je veux pas dire de bêtises, mais les a contactés pour leur dire: «Je ne publierai rien avec votre donnée» et cetera. Pour leur dire: «Bah, même s'il y a des problèmes éthiques, le fait de me le partager avec moi en tant que chercheur qui s'engage à ne pas repartager les données et cetera». Et en fait, ça a rien changé. C'est-à-dire que parmi ces personnes-là auxquelles il a répondu, que ce sera de toute façon confidentiel, aucun de ces chercheurs n'a quand même envoyé les données. Ouais. Bah, en fait, c'est là où on peut commencer à suspecter une certaine dose d'hypocrisie et d'essayer de se cacher un petit peu derrière son petit doigt. Parce que à partir du moment où normalement on a demandé, enfin on a écrit dans un article, les données seront accessibles si vous les demandez, ça veut dire que la moindre des choses, selon moi, si on est un peu honnête intellectuellement, c'est qu'on a un tout petit peu prévu le coup. Et quand ensuite, a posteriori, on arrive en disant ah ben on n'avait pas prévu que quelqu'un les demanderait. On a fait rien qu'à dire que ça serait disponible. Et que ensuite, non seulement ça, mais en plus,
entre guillemets, comme par hasard, il n'y a pas moyen de s'arranger, même en cas, effectivement, Yann décrit dans l'article que il est même prêt à signer des accords de confidentialité, donc vraiment un papier légal de partage de données qui serait vraiment, désolé pour les mots anglais, legally binding, enfin, je veux dire, on n'aurait pas Et le choix qui que de les respecter. l'oblige Ouais. contractuellement. Voilà, c'est ça, et où ce serait lui qui serait en faute si jamais les données sont partagées pas comme il faut. Bah, en fait, non, il n'y a pas moyen. Et c'est un peu, ça se cache un petit peu derrière, ah oui, mais c'est très compliqué juridiquement, on ne sait pas trop, etc. Euh, Dans ces cas-là, moi j'ai envie de répondre, bah alors dans ces cas-là, n'écris pas dans ton article que les données seront disponibles, puisque tu ne sais Et pas oui. si elles seront disponibles. Et en parlant de ne pas écrire dans l'article que les données sont disponibles, il s'est aussi rendu compte que l'auteur correspondant, souvent, n'avait pas les données. C'est-à-dire l'auteur auquel tu écris quand tu veux les données, ou que tu veux poser une question, que tu veux quoi que ce soit par rapport à l'article. En fait, tu te rends compte qu'il n'a pas les données et que du coup, il te dit bah, va plutôt demander à tel autre auteur. Tu demandes à l'autre auteur qui dit ah bah non, il faut voir avec le premier auteur parce que c'est à lui que j'ai donné les données finales. Le premier dit ah bah je les ai pas, il faut voir avec l'autre auteur si. Et en fait, comme ça, tu peux faire un ping-pong entre plusieurs auteurs jusqu'à ce qu'à la fin, tu te rends compte qu'en fait, aucun d'entre eux n'a les données ou que peut-être un d'entre eux a les données et se cache en disant voyez voir avec l'autre auteur, quoi. Ouais. De- Le simple concept déjà que tous les auteurs n'aient pas les données, moi ça me renverse. Même si je dois quand même le dire, hein, je me suis déjà retrouvé en position d'être le seul à avoir les données parce qu'en fait tous les autres co-auteurs ils en ont rien à ils en ont rien à taper. Donc je comprends comment ça peut arriver sur le terrain, mais c'est quand même une pratique déjà de recherche qui est quand même très particulière parce que si on y réfléchit, et ça c'est pareil, je pense qu'on touche encore à quelque chose où le grand public serait très étonné alors que nous on sait tous que c'est comme ça que ça se passe. Même dans les articles où il y a 4, 5, 6 auteurs sur l'article, bah, bien souvent, il n'y a que un ou deux auteurs qui ont même ne serait-ce que approché de loin les données. Et quand on est sur des données, quand on est sur un papier qui est basé, toutes les conclusions sont basées sur des analyses statistiques, il y a quand même quelque chose qui est très interrogeant à constater que peut-être qu'il n'y a que un tiers des auteurs qui ont, ne serait-ce que vu un seul chiffre de cet article, pendant que les deux autres tiers, par exemple, ne savent même pas à quoi ressemblent les données, alors que toutes les conclusions de l'article sont basées sur les données. Euh, c'est très interrogeant et bon, je pense, tu pourras confirmer, on l'a tous vécu ça, hein, je pense, en tout cas en Moi, psychologie. ce qui m'interroge principalement, c'est l'idée de responsabilité, hein. Je pense qu'au fil de nos podcasts, hein, de nos différents épisodes, moi, ce qui m'interroge le plus, c'est l'idée de responsabilité. C'est qu'en fait, peu importe ce qu'on observe dans le domaine de la science, il n'y a jamais personne qui est responsable de rien. L'éditeur n'est jamais responsable de ce qu'il publie. Les auteurs ne sont jamais responsables de ce qu'ils publient. Les lecteurs croient, sans forcément s'interroger avec un esprit critique, les articles. Finalement, il y a vraiment, tu parlais de paraître, mais c'est vraiment une histoire de paraître. Tout paraît solide, fiable, etc. Alors qu'en fait, bah, dès qu'il y a un problème, on ne sait pas à qui s'adresser parce qu'on ne sait pas qui est responsable de quoi. Moi, je partirais du principe là, pas forcément le même principe que toi, je suis pas forcément en accord sur le fait que tout le monde devrait avoir un accès aux données. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils sont très forts en méthode, il y a des gens qui sont très forts en théorie et il faut qu'ils s'associent plutôt qu'ils essayent chacun dans leur coin de faire un peu tout. Je pense que l'auteur correspondant devrait être responsable de ce qu'il publie parce que c'est à lui qu'on va aller demander les données in fine. Enfin, je pense aussi que la personne qui devrait être responsable de ce qui est publié dans un journal, c'est l'éditeur. Donc là, c'est une autre question, mais l'éditeur devrait reporter sa responsabilité sur l'auteur correspondant et pas forcément que tous les auteurs. Moi, je pense que si tu dis les données sont disponibles si on me le demande, bah, il faut qu'à la personne à qui tu te demandes, bah, elle ait tes données, quoi, en gros, tout simplement. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que je suis assez d'accord. En plus, je suis le premier à défendre qu'il faut que c'est important d'avoir des spécialisations en sciences et une distribution des tâches parce que sinon sinon on est tous un peu nuls à tout plutôt qu'être très bon quelque part. Donc je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même il y a quand même un aspect un peu particulier au fait que en définitive la seule confrontation aux données soit même pas forcément via une présentation où en plus les données sont partagées dans un dossier commun par exemple Mm, et, tout à fait. où du coup on peut dire regardez voilà ce qu'on a fait. En définitive il y a
beaucoup de fois où une petite partie, voire la majeure partie des co-auteurs ne sont confrontés aux résultats de l'analyse qu'une fois que les résultats sont écrits. C'est un peu particulier, je Et trouve. c'est toujours le même principe de gestion des données et de qualité en informatique, hein. Moi, j'ai connu des auteurs avec lesquels j'ai travaillé qui, tu leur imprimais les articles et ils te les relisaient, ils te faisaient des corrections à la main, hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Il y a un truc qu'on n'a pas forcément dit. Alors deux choses que je suis en train de lire mes notes. On parlait des chercheurs qui ont perdu leurs données parce que problème informatique d'ordinateurs trop anciens. Sur les 52 articles, il y en a un qui a eu ce problème-là, donc c'est quand même pas le problème le plus répandu. Et un autre point juste après dans l'article qui est intéressant, c'est que tu parlais de la violation du statement que les données sont available upon request. Et après, du coup, on a un peu parlé aussi, hein, des politiques européennes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des institutions qui ont des régulations de gestion des données de recherche qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de l'Union européenne, donc qui ont de l'avance sur l'Union européenne et qui disent très clairement, dans notre université, nos données seront en libre accès et les chercheurs de ces universités ne mettent pas leurs données en libre accès. Et sur les 52, il y en a quand même 7 qui donc violent les règles de gestion des données de leur propre université. Oui, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qui leur arrive à ces chercheurs? Et donc c'est ce qu'il dit. Il dit les, comment il le dit exactement? Il dit qu'en fait il n'y a pas de risque, quoi. Il y a très peu peu de risque de punition au fait de ne pas réussir à adhérer aux Data Availability Statements. Donc il risque rien, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça rejoint encore une fois ce que tu disais, hein. Il y a un problème de responsabilité, mais aussi il faut dire comme- pourquoi tu assignerais une responsabilité à quiconque, puisque de toute façon, il se passe jamais rien en fait. Euh, Et un des auteurs a écrit un rapport de recommandation sur l'open science qui indique: «Nous recommandons que les données ouvertes et la transparence soient applicables dès que possible». Donc un auteur, parmi les auteurs qui ont publié et qui n'a pas partagé ces données. C'est-à-dire que lui, il dit: «Il faut partager ces données» et il le fait pas. ouais, euh, il y a- c'est difficile pour moi de pas automatiquement dresser quelques parallèles avec des affaires de fraude. Alors évidemment, j'accuse pas du tout les chercheurs là derrière de fraude, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même les mêmes mécanismes un petit peu qui se passent, hein. Quand on regarde le cas Francesca Gino, par exemple, c'est quand même euh, le coup du oui, mais c'est pas moi qui ai géré les données, c'est quelqu'un d'autre qui les a gérées à ma place. Il y a eu un petit peu ça qui a été dit. Gino était aussi quelqu'un qui disait oh, je suis dégoûté par mon collègue Dan Ariely qui ne partage pas ses données en libre accès. Vive l'open science, vive la science rigoureuse. Félicitations, Francesca. Et donc, du coup, il y a. Là, par exemple, on est dans un cas qui est vraiment très, très, très clairement dans le cas de Gino du virtue signaling, comme on disait, hein. C'est-à-dire, c'est regardez-moi, je fais de l'open science, regardez-moi, je partage mes données, etc. Et finalement, on voit que même quand c'est fait, en fait, les choses sont pas faites correctement. On est un peu dans de l'effet brebis galeuse, hein, c'est-à-dire pour montrer que notre groupe de chercheurs est un groupe éthique et bien scientifique qui fait bien les choses, dès qu'on observe que quelqu'un fait mal les choses, on l'exclut du groupe en disant: «Oh là là, lui et uniquement lui avait un problème», etc. Alors qu'en fait, on omet le fait que le problème il est structurel. C'est toute la structure de la recherche qui n'encourage pas, qui rend compliqué le partage de données, non pas parce que c'est compliqué de mettre ces données sur internet, mais parce que c'est compliqué de mettre ces données sur internet dans un milieu hyper compétitif dans lequel on a supposé une confiance que les chercheurs font bien les choses et en même temps une compétitivité énorme qui font qu'on n'a pas envie qu'on nous pique nos données pour faire d'autres articles grâce à ces données. Donc il y a vraiment ces injonctions paradoxales qui nous poussent à ne pas partager nos données par peur et par confiance, donc c'est vraiment un paradoxe.
et qui en fait nous amène à ne même pas nous poser la question de mais finalement les autres, s'ils partageaient leurs données, qu'est-ce qu'on découvrirait et pourquoi ils ne partagent pas leurs données? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je parle de la conclusion finale de l'article? Oui, je voulais juste rebondir un tout petit peu, là-dessus, puisque justement, je crois que c'était toi qui parlais il y a très récemment, je crois hier, justement du nom d'un paradoxe, sur le fait que, justement quand on partage les données, il y a que paradoxalement, on a plus de chances de se faire investiguer et potentiellement du coup qu'on trouve des erreurs et que finalement on se fasse pointer du doigt même si on est bien intentionné. Et je peux comprendre ça, parce que c'est effectivement quelque part, il y a un côté un peu injuste quand on partage les données, parce que bah, voilà, quand on a des investigateurs en sciences et des gens qui essaient de garder une science un petit peu solide, bah, on peut pas faire grand-chose quand les données sont pas accessibles. C'est-à-dire on est obligé de dire à la communauté scientifique, SVP, méfiez-vous parce que les données sont pas accessibles et ça s'arrête là. Alors que quand il y a des données accessibles et que c'est n'importe quoi dedans, en fait, on peut faire tomber complètement l'auteur et bon, alors de façon modérée, hein, parce que les auteurs qui tombent, il y en a quand même pas beaucoup, même qui ont fait des fraudes, voilà. Mais je veux dire, on peut potentiellement faire du mal à la carrière de quelqu'un C'est qui même est. pas uniquement ça, hein, c'est aussi, ne serait-ce que quand tu fais du peer reviewing, plus tu donnes des informations au peer reviewer, plus tu lui permets de critiquer ce que tu dis. Et en Ouais, fait, plus tu caches des choses ou plus tu vas être succinct, plus tu vas laisser au peer reviewer le fait qu'il va uniquement critiquer ce que tu lui donnes, quoi. Aussi exactement. bêtement que ça, hein, aussi Et bêtement en que ça. fait, ouais, et il y a finalement assez peu. Alors bon, maintenant il y en a quand même un petit peu parce que ça t'aura changé, mais il y a jusqu'à encore très récemment, il y avait assez peu d'avantages à part finalement le respect de l'éthique et donc une satisfaction un peu personnelle finalement, ou en tout cas une gratification seulement dans des toutes petites strates de la recherche scientifique, de partager les choses ouvertement et d'être le plus transparent possible. Donc c'est vraiment, là on est vraiment sur une incentive très perverse, parce que c'est vraiment genre ne partagez rien, parce que si vous partagez rien, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est, enfin, quelqu'un va crier un peu dans le vent disant on devrait pas trop faire confiance aux trucs qui sont pas partagés. Alors que si vous partagez, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va découvrir? Et je pense qu'il y a même des chercheurs qui sont effectivement très bien intentionnés, qui ne partagent pas parce qu'ils ont un petit peu peur du résultat. Et puis en plus, des fois, les données et le code sont dans des formes très honteuses parce qu'on a parfois un peu honte de la tronche du code qu'on a écrit. Mais, et c'était ça que je voulais aussi dire, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde de la recherche, on n'a tellement pas l'habitude d'être responsable de ces données que malgré tout, et de ces données et puis de tout ce qu'on fait, que malgré tout, on a quand même des gens comme Francesca Gino qui du coup partagent des données qui sont moisies, mais d'une façon, je veux dire, bon, c'est facile à dire rétrospectivement, mais quand même, qui sont moisies d'une façon qui sont incroyablement visibles et qui savent très bien, alors dans son cas, elle s'est trompée, mais quand même, qui savent très bien qu'ils vont jamais se faire choper parce que personne va jamais rien regarder parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand, il y a des cas de fraude, ce qui existe, hein, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'essentiel des cas de fraude sont des fraudes flagrantes. C'est-à-dire les chercheurs, étant donné qu'ils n'attendent pas à ce que, on regarde ce qu'ils font, ils peuvent faire juste des simples copier-coller de cellules en changeant juste, la condition, ou juste changer la condition en tant que telle et en fait, comme ils pensent que personne ne va voir que, bah, tout le reste est identique et ben, ils publient comme ça et parfois ils publient même leurs données comme ça et tu te dis: «Mais comment c'est possible en fait, que ce soit publié?» Bah, tout simplement parce que dans le processus de peer reviewing qui fait accepter l'article, on n'oblige pas quelqu'un à vérifier les données et comme on ne vérifie pas automatiquement les données, bah, ça passe. Ouais, effectivement. Voilà, donc j'ai fait la remarque que je voulais faire. Je sais pas si tu as autre chose à Bah, dire, mais en sinon on fait, peut passer à ta conclusion. ouais, bah, la conclusion, en fait, elle est directement en lien avec ce que tu viens de dire, et je Ouais, je trouve qu'elle est elle renforce, en fait, le principe que peut-être que les choses vont changer assez vite. C'est qu'en fait, ce que dit Yann, c'est historiquement, les chercheurs ne partagent pas leurs données parce que, bah, en fait, personne ne va regarder leurs données. Mais peut-être que si on se met à regarder les données,
parfois pour détecter de la fraude, mais aussi parfois et surtout, dans des objectifs de méta-analyse ou pour faire des méta-analyses par participant ou plutôt que de prendre la taille d'effet générale de l'article, on va essayer de prendre les tailles d'effet pour chaque participant. Ou qu'on va réutiliser ces données et qu'on va créditer les auteurs pour leurs données, bah, ça va les inciter à plus partager les données. En fait, ils le font pas peut-être par statu quo, le statu quo étant, bah, on l'a jamais fait, pourquoi on le ferait? Mais en fait, si on leur donne les incentives à le faire, si on les pousse et si on les motive à le faire, peut-être que les choses peuvent changer et peut-être que les choses peuvent changer un peu plus vite que, le taux qu'on a pu observer, ces dernières années. Donc ça évidemment, ce sera à voir, on n'en sait rien. Mais c'est intéressant aussi de prendre à la fois le point de vue structurel, qu'aujourd'hui les incentives, c'est il vaut mieux ne pas partager que partager et le point de vue historique, puisqu'on l'a jamais fait, on n'a pas besoin de le faire et en même temps de voir la contradiction qu'il peut y avoir avec, l'open science et les open policies par, l'Union européenne et parfois même par les institutions, directement et que les choses en fait changent très peu parce que, bah, le statu quo fait que, il y a pas d'intérêt, ni de besoin à changer, mais peut-être que ça va changer, dans les prochaines années. Pour finir sur une note Effectivement. un peu positive. Ouais, alors du coup, je vais éviter de rebondir dessus, sinon ça va finir par une note peut-être un peu Plus plus négative. mitigée. Non, 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 on va s'arrêter là et je vous remercie, d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt, pour, la lecture, d'un nouvel article. Merci Nathanaël. Merci Adrien, merci aux auditeurs. À bientôt. Petite aparté par la suite de ce podcast, on a demandé à Yann Osley de nous répondre à une question vis-à-vis de cet article. La question à laquelle il a répondu, la question qu'on lui a posée est finalement qui est responsable du partage des données à l'heure actuelle et donc d'où provient l'échec du fait qu'on n'ait pas réussi à avoir un partage de données qui soit efficace et sa réponse est personne. Selon lui, personne n'est responsable parce que y a aucun problème s'il n'y a personne pour dire que c'est un problème. La responsabilité dans d'autres milieux professionnels, ça signifie qu'il y a des conséquences si on n'agit pas, si on a été négligent. Les médecins ont la responsabilité de fournir des soins adéquats et appropriés à leurs patients, et ne pas le faire va leur entraîner des conséquences sur leur carrière professionnelle. Il en va de même pour tous les autres domaines de responsabilité professionnelle auxquels on pourrait penser. Alors qu'en fait, il n'y a pas de conséquences importantes à dire qu'on va partager des données ou être obligé de partager des données par la revue dans laquelle on veut publier, par des institutions ou par notre université, et finalement ne pas le faire. Si on veut que les comportements changent, il faudra alors changer les structures qui nous déresponsabilisent, presque par définition. Et alors ça peut prendre différentes formes, mais la plupart d'entre elles impliquent de la part des institutions un développement de piliers ou de socles communs des pratiques. Par exemple, les financeurs pourraient créer des mécanismes permettant d'exiger des données ouvertes, ce qui entraînerait des conséquences pour les auteurs qui ne les partagent pas, par exemple en les rendant inéligibles à des futures demandes de financement. Donc les auteurs disent on s'engage à partager nos données, ils ne le font pas, et le financeur dit puisque vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes plus éligible pour les prochaines fois, vous ne pourrez plus demander des financements de notre part. En fait, il est toujours plus difficile d'imposer le partage de données par la suite, c'est donc plus efficace d'imposer le partage de données au moment de la publication, parce que la publication c'est un moment particulier qui va renforcer les pratiques par les auteurs, parce que les auteurs ont besoin des publications. Et là, le dernier problème, c'est que les revues doivent être impliquées. Et c'est délicat parce que les maisons d'édition sont motivées par le profit, mais elles ne font aucun profit supplémentaire à l'application du partage des données. Donc ils ne sont pas non plus motivés. Donc les institutions ne sont pas motivées, les revues ne sont pas motivées, et finalement les chercheurs ne sont pas motivés, mais comme ils n'ont pas de responsabilité liée à ça, finalement, comme ils n'ont pas de conséquences liées au non-partage de données, finalement, ils n'ont pas non plus la responsabilité de le faire. Voilà, ça c'est la réponse de Yann Osley à cette question: qui est responsable du partage des données à l'heure actuelle? À bientôt pour un prochain épisode.